Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022, au sommaire ce soir. Nous irons au Semnoz en tout début de journal. Le bois nécessaire au chantier de réhabilitation du centre de loisirs des Puiseaux est actuellement en phase de coupe. Emmanuel Jaude a pu assister à cette étape ô combien importante qui nécessite une vraie logistique. Et puis nous prendrons la direction de Cuvas en Haute-Savoie où le Cénibus a fait étape cette semaine. Ce cinéma itinérant sillonne les pays de Savoie depuis maintenant presque 40 ans et propose des projections diverses et variées dans les petites communes rurales. Je vous disais en titre, le centre des loisirs des Puiseaux au Semnoz est en pleine phase de réhabilitation. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce journal. Intéressons-nous ce soir au bois nécessaire pour ce chantier. Il est actuellement en cours de coupe dans les forêts alentours. Cette étape importante requiert une préparation rigoureuse, tant sur la gestion de la sylve locale que sur la sécurité. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Abattre un arbre, cela peut paraître simple. Pourtant, derrière chaque coupe, de nombreux savoir-faire sont indispensables. Ici, au cœur de la forêt du Semnoz, cela fait plusieurs mois que des études sont réalisées afin de prélever les 300 arbres nécessaires au chantier de réhabilitation des Puiseaux quelques kilomètres plus loin. Une sélection minutieuse pour dénicher sapins, épicéas et mélèzes aux dimensions souhaitées, mais sans pour autant appauvrir l'écosystème. On va travailler pour identifier ces arbres de façon collective dans une opération qu'on va appeler le martelage, où après avoir identifié l'ensemble des enjeux d'une parcelle, que ce soit en termes de sécurité du public, environnementaux et aussi par rapport au peuplement forestier qu'on a sur place, on va définir des règles de martelage avec un certain nombre d'arbres à prélever sur la parcelle et on va identifier tous les arbres qui sont susceptibles d'améliorer le peuplement en place. Puisque dans le Semnoz, on ne fait pas de coupe rase sauf accident sanitaire, on va travailler qu'en irrégulier. Donc on va supprimer certains arbres qui vont servir à la croissance des autres. Pour cela, quelques 500 mètres cubes de bois ont été prélevés sur des arbres âgés pour la plupart de plus de 160 ans. Un vrai travail d'orfèvre qui doit aussi prendre en compte le facteur humain. En effet, entre promeneurs, grimpeurs et vététistes, les dangers sont multiples. Une problématique de plus en plus récurrente sur notre territoire. On n'est pas tout seul en forêt, contrairement à il y a peut-être 20 ans en arrière où on avait plus des coupes on était tranquille, on voyait personne de la journée. Là aujourd'hui en forêt de montagne et particulièrement de Savoie, on est de plus en plus confronté à partager l'espace avec les loisirs, pas forcément que le tourisme, mais vraiment les loisirs de tous les jours, on va dire. Mais bon, après, on a quand même cette habitude-là, et il suffit de sécuriser. Après, ça n'empêche pas que certaines personnes passent comme hier proche de la zone d'abattage. Donc les bûcherons sont d'autant plus vigilants à ce moment-là. Quant au bois extrait de cette forêt communale, il sera débité, scié et séché du côté de Groisy, avant de revenir sur les pentes du Semnoz, sur le chantier des Puiseaux, pour une installation prévue au milieu du mois de juin. On passe à mon invité du jour, Yann Lamaison. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chargé de communication de l'association Mountain Riders. Merci d'être là avec nous. Avant de revenir sur votre actualité, un mot de présentation sur votre structure. Quelles en sont les missions et la vocation ? Les missions de Mountain Riders, donc on est association d'éducation à la transition en montagne et notre objectif c'est de favoriser le changement de comportement des pratiquants de montagne, c'est d'éduquer à la transition écologique à travers différentes animations et auprès de différents publics que peuvent être les scolaires, le grand public ou encore les acteurs sociaux professionnels d'un territoire. Mountain Riders a lancé son programme Montagne Zéro Déchet. En quoi est-ce que ça consiste très précisément ? Précisément, ce programme il vise à réduire les déchets à la source en montagne à l'horizon 2030 et à les réduire à en avoir un objectif de zéro déchet. Et aujourd'hui, ça se passe en deux actions, c'est-à-dire à la fois coordonner une campagne nationale de ramassage des déchets en montagne, c'est des opérations qu'on mène depuis 20 ans, depuis la création de l'association, et puis également former et accompagner les acteurs du territoire à réduire les déchets à la source avec du développement d'animation et des développements aussi d'outils de sensibilisation du grand public à ces thématiques. Comment il est né ce programme ? Ce programme, il est né du constat qu'on organise des opérations de ramassage depuis 20 ans et que malgré tout, on continue de ramasser plusieurs déchets. On continue, la quantité ne diminue pas tant que ça. Et aujourd'hui, on se dit qu'au-delà du ramassage, il faut aussi aller plus loin et réduire ces déchets à la source pour ne pas en avoir d'autres, puisqu'on connaît toutes les problématiques qui peuvent être liées à ces déchets sur le long terme. Justement, vous l'avez dit, ça fait maintenant 20 ans que l'association fait ces programmes de ramassage de déchets. Malheureusement, le constat est là, il y en a encore beaucoup trop.
Exactement, il y en a encore beaucoup. On voit quelques évolutions. On peut noter aussi quelques évolutions positives sur ces dernières années. Mais on a aujourd'hui quand même encore pas mal de problématiques qui sont liées à la pollution des cours d'eau, par exemple, ou à toutes les problématiques visuelles que ça peut générer. Et aujourd'hui, on est là pour aller plus loin avec les acteurs du ramassage et avec tous les acteurs du territoire, que peuvent être les offices, les remontées mécaniques, les mairies, et de les accompagner à imaginer une montagne qui soit zéro déchet, justement à l'horizon 2030. Les chiffres ils sont même assez alarmants, hein, puisque début de cette opération, vous avez déjà ramassé plus de 7,5 tonnes de déchets sauvages. Ça paraît fou. Ça paraît fou et pourtant c'est bien une réalité. Aujourd'hui on a différents types de déchets. C'est aussi notre objectif au-delà des ramassages, c'est de comprendre, on appelle ça la caractérisation, comprendre la typologie des déchets, quelles sont leurs origines, quels sont leurs impacts sur l'environnement. Est-ce qu'on parle de déchets bois, de déchets plastiques, de déchets métal? Et ça peut avoir un intérêt pour comprendre comment on va pouvoir les réduire à la source. C'est important pour nous d'avoir une cartographie à l'échelle nationale, de comprendre aussi quels sont ces déchets et comment ils sont générés. Est-ce que malgré tout, vous avez constaté une diminution au fil des années? Oui, c'est peut-être assez aléatoire d'une année sur l'autre. Effectivement, c'est aléatoire. Ça dépend aussi. On a eu des conditions vraiment spécifiques ces dernières années avec la crise sanitaire. Forcément. Pour autant, on peut noter des améliorations sur, par exemple, les mégots. On ramasse moins de mégots aujourd'hui qu'on en ramassait avant. Par contre, on a de nouvelles typologies de déchets. Évidemment, encore une fois, avec la crise sanitaire, on a pu retrouver plus de masques qu'on avait avant parce que c'était une thématique qui était très peu abordée. Et on a aussi des nouveaux déchets qu'on ne connaissait pas forcément, des déchets ce qu'on appelle les déchets stations, c'est-à-dire des déchets qui peuvent être générés par l'exploitation d'un domaine, comme des jalons de piste en bois qu'on peut retrouver au bord des pistes. Cette année, vous avez mis en place quelques évolutions. Oui, ces évolutions, elles consistent justement dans les actions de sensibilisation et de formation. Ça vient du constat qu'il ne fallait plus uniquement ramasser les déchets. Et c'est par exemple des formations qu'on mène auprès des acteurs des offices de tourisme pour qu'ils puissent développer leurs propres animations, pour qu'on puisse aussi les équiper. On développe aussi des kits d'organisation de ramassage qu'on veut distribuer et qu'on veut donner au territoire pour qu'ensuite ils puissent être autonomes et qu'on puisse démultiplier toutes les opérations de ramassage d'ici les prochaines années. Vous avez également mis en place des tests de zone zéro déchet sauvage sur les fronts de neige. Voilà, c'est en cours d'essai, c'est en cours de développement aussi, des espaces zéro déchet qui pourraient nous permettre d'ici quelques mois et dans les prochaines années de comprendre aussi l'évolution comportementale du grand public en montagne, de voir si le fait d'avoir des outils d'expérimentation et de sensibilisation sur ces thématiques peut permettre de réduire les déchets à la source, puisque l'objectif il est qu'on ne prenne plus de déchets en fait lors de notre pratique en montagne. Et nous l'objectif c'est d'équiper tout ce public et à la fois d'éduquer, de sensibiliser, mais aussi de donner les outils pour qu'on puisse pratiquer la montagne autrement et qu'on puisse toujours en profiter, mais de manière un peu plus responsable. Alors il y a plusieurs dates qui sont prévues, des opérations qui sont prévues notamment dans nos départements. Le 7 mai à Morzine, le 14 mai à Megève, le 15 juin à La Rosière. Comment vous choisissez justement les endroits, les stations où vous allez ? On ne choisit pas forcément les stations, nous. En fait, on travaille beaucoup avec les acteurs qui sont sur place, les mairies, les domaines skiables, les socio-professionnels aussi, ça peut être les commerçants. Et aujourd'hui, eux nous sollicitent et nous, notre rôle, c'est de les accompagner justement dans l'organisation ou la co-organisation d'un ramassage de déchets. Donc, on travaille vraiment avec tous ceux qui veulent, même citoyens, tous ceux qui veulent agir sur leur territoire et organiser une opération. Du côté de Grenoble se déroule le salon Mountain Planet. On y parle beaucoup de montagnes vertes. On a notamment pu le voir ce mercredi dans notre édition du JT, avec un reportage consacré notamment au flocon vert qui a été décerné à la station de Combloux. La montagne verte, vous y croyez ou ça reste un vœu pieux aujourd'hui ? Non, c'est pas un vœu pieux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une urgence. On sait qu'il y a des indicateurs qui ne mentent pas. On voit avec le dernier rapport du GIEC qu'il y a une urgence d'agir, que le coût de l'inaction sera bien plus fort que le coût de l'action. Pour autant, et c'est l'objectif aussi de la démarche Flocon Vert qu'on porte, c'est de montrer qu'il y a des stations qui s'engagent et de montrer que ces stations, elles sont engagées dans une démarche d'amélioration continue. Elles partent toutes de leurs points, avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais l'objectif, c'est de travailler sur ces thématiques de transition touristique et d'imaginer une montagne qui soit vivable à l'année, qui soit plus résiliente, qui soit plus humaine. Et aujourd'hui, on voit notamment, comme avec Combloux hier lors de la labellisation, des actions qui sont menées à la fois sur l'énergie, à la fois sur le 4 saisons, à la fois sur l'accueil de leur clientèle, comment ils peuvent évoluer. Et aujourd'hui, non, on a envie d'y croire parce qu'il y a quand même une remise en question de beaucoup de pratiques et on voit des évolutions positives sur ces territoires. Merci beaucoup, Yann Lamaison, pour votre venue sur notre plateau. Merci. Bon courage pour la suite.
La saison de ski a beau toucher à sa fin, le comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin de Méribel-Courchevel 2023 poursuit son travail afin de réunir les quelques millions d'euros nécessaires à la tenue de ce grand rendez-vous. Dans ce cadre, le salon Mountain Planet était bien évidemment un passage obligé pour les meneurs de projet. Ce mercredi, c'est le groupe Poma qui s'est officiellement engagé auprès du plus gros événement sur la planète ski. Un partenariat logique et nécessaire pour les deux parties, comme nous l'expliquent les deux présidents respectifs des deux entités, au micro d'Emmanuel Jaude. Alors faites-vous pas de soucis. Dès que vous faites un dossier, il manque toujours beaucoup d'argent. Donc on n'est pas un événement à part des autres. Oui, il manque de l'argent. On est aujourd'hui en train d'avoir de nouveaux partenaires qui arrivent régulièrement. Donc on rentrera dans les enveloppes qui avaient été fixées au départ. Poma, depuis l'origine, il transporte les gens des bas de vallée dans nos stations ou des bas des pistes au sommet des pistes. Et aujourd'hui, eh bien, avec Poma Galski, on monte au sommet de la montagne et ce sont eux qui vont entraîner, on l'espère, beaucoup d'autres partenaires qui vont venir se rattacher à l'événement. C'est le partenariat, en tout cas du jour, mais surtout du moment. Bah oui, on est tellement fiers d'être français et au niveau finalement de cette région et puis de pouvoir accompagner des championnats du monde. Moi j'ai eu la chance d'en faire beaucoup tout autour du monde. C'est un tel moment de convivialité et de plaisir à partager avec tout le monde que Poma ne pouvait pas passer à côté, c'est évident. Parlons cinéma à présent. Ce mercredi dans le JT, nous évoquions l'opération Village Cinéma Action. Ce jeudi, nous vous proposons un focus sur le Cinébus qui parcourt les pays de Savoie depuis près de 40 ans désormais. Ce cinéma itinérant propose des projections adaptées aux petites communes rurales. Films d'animation ou d'art et d'essai, la diverse programmation semble plaire au public. Exemple dans le village de Cuvas en Haute-Savoie avec ses reportages de Lucas Ruche. Une fois par mois, le petit village de Cuvas et ses 1200 habitants accueillent une bien drôle de camionnette. Voici le Cinébus, un véhicule itinérant qui propose des projections de films un peu partout sur les deux Savoies. Pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions possibles, la salle des fêtes de la commune se transforme alors en véritable salle obscure. Cinébus, c'est une mission culturelle avant tout. C'est vraiment de l'animation en zone rurale. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de choses qui se passent dans les communes, dans les petits villages. Donc le cinéma, ça reste quelque chose de culturel avant tout. Et une animation, c'est un lieu où les gens se retrouvent, ça crée du lien social. Il n'y a plus de bars ou de choses comme ça pour que les gens se retrouvent. Donc les spectateurs viennent à Cinébus pour voir un film, mais aussi pour rencontrer les voisins, les copains, la famille. C'est tout ça, la salle de cinéma. Entre les réglages sonores et visuels, il faut compter 1 heure d'installation. Et à chaque salle, sa spécificité. Tout est différent, à chaque fois on doit s'adapter. Et puis il y a des salles qu'on ne connaît pas, même sur le circuit. Et donc à chaque fois, ça nous donne une contrainte en plus ou en moins. Et c'est ça qui est appréciable dans ce boulot. À la différence des salles fixes où là, pour le coup, il n'y a rien qui bouge, il y a juste à allumer et puis à gérer des problèmes techniques. Donc on vit un peu dans le stress. Même si les films sont projetés 1 mois après leur sortie nationale, Cinébus possède un avantage non négligeable face aux autres cinémas, son prix très attractif. La séance mensuelle proposée à Cuvas rassemble en moyenne une vingtaine de personnes, la plupart étant des habitués. On habite à 4 minutes, c'est quand même beaucoup moins compliqué de venir ici que d'aller se parquer au centre de Annecy. Les enfants, ils adorent, ils sont super ravis de venir là pendant les vacances. On n'est pas assis dans les mêmes fauteuils, mais moi ça me convient très bien ici. Malgré l'émergence des plateformes de streaming comme Disney+ ou Netflix, le Cinébus continue de sillonner les routes pour partager sur grand écran les émotions transmises par le 7e art. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Juste après, vous avez rendez-vous avec la suite et la fin de Panorama. Cette semaine, l'émission est inédite et elle est consacrée à la bande dessinée. Et pour ce 4e et dernier épisode, Victoria Lopez a pu rencontrer 2 des 5 auteurs qui ont revisité Goldorak, la fameuse série culte des années 70. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.